Bonjour à tous. Alors, poursuite du cours sur les machines thermiques, nous allons nous intéresser à une machine thermique particulière qui s'appelle la machine de Carnot. On en a déjà entendu parler, parce qu'à chaque fois que vous déterminez l'expression d'un rendement ou d'une efficacité, vous devez la comparer à cette machine de Carnot, qui est une machine hypothétique dont le fonctionnement serait réversible. Alors, une machine thermique ditherme, pour qu'elle fonctionne, doit échanger de la chaleur entre deux sources, une source chaude et une source froide. Donc on doit recevoir QC de la part de la source chaude et doit recevoir QF de la part de la source froide. Pour limiter les sources d'irréversibilité, il faut que l'échange thermique se fasse qu'il n'y ait pas de variation de température au moment de l'échange thermique, de variation de température de la part du système au moment de l'échange thermique. Ça veut dire que le système doit recevoir QF ATF et de même façon doit recevoir QC lorsqu'il se trouve à la température TC. Donc, conclusion, les transformations doivent être isothermes et réversibles. Isothermes, réversibles. Alors, quand est-ce que nous observons ce genre de transformation isotherme réversible? Eh bien, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. On imagine tout de suite lors des changements d'état. Les changements d'état, eh bien, le système reçoit de la chaleur tout en restant à la même température. Donc, le changement d'état est un bon exemple de transformation isotherme réversible. Par contre, maintenant, on se retrouve avec un système qui est ATC ou un système qui est ATF. Donc, il faut le faire passer de TF à TC ou de TC à TF sans provoquer des réversibilités thermiques, sans qu'il y ait d'échange de chaleur. Donc, eh bien, il faut des adiabatiques. Les deux autres transformations pour passer vont être des adiabatiques réversibles. Alors, adiabatique réversible, vous vous rappelez le terme évidemment adiabatique réversible, on pourra appliquer le deuxième principe, mais ça veut dire, c'est un synonyme de isentropique. Alors, qui dit des transformations isentropiques ou adiabatiques réversibles? Isentropique, eh bien, la loi de Laplace est vérifiée. Donc sur des isentropiques, alors isentropiques, eh bien, parce que le but va être de représenter sur un diagramme de Clapeyron ou sur un diagramme TS le cycle de Carnot. Eh bien, loi de Laplace vérifiée, PV puissance gamma égale une constante. Ça veut donc dire que P, son travail est égal à une constante sur V à la puissance gamma. Dans le cas des isothermes, la loi des... Si on a un gaz parfait, alors, si on considère un gaz parfait, évidemment là aussi, hein, dans les isentropiques, c'est dans le cas d'un gaz parfait. Ce n'est pas forcément le cas, on ne considère pas forcément tout le temps un gaz parfait, mais si la représentation est pour un gaz parfait, et bien à ce moment-là, P est égal à une constante sur V. Gamma étant supérieur à 1, eh bien la pente des isentropiques est supérieure à la pente des isothermes. Donc ce qui donne, en diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, des isothermes ATF et TC, donc TC, TF, des fonctions en 1 sur X, et les adiabatiques réversibles, comme ceci. Donc, je vais rajouter que donc ici, le système reçoit QC, ici le système reçoit QF, et s'il s'agit d'un cycle moteur, eh bien, le cycle est parcouru dans le sens horaire. On a QC supérieur à 0, QF inférieur à 0 pour un moteur. Et maintenant, alors très très simple, représenter le cycle de Carnot dans un diagramme, on va représenter ça un peu plus proprement, dans un diagramme TS. Ensuite, dans un diagramme TS, alors, donc on a dit qu'on avait le moteur.
hop, ici. Donc dans un diagramme TS, alors là, hop, une partie de rigolade, parce qu'une isotherme dans un diagramme TS, il y a d'autres qu'une droite horizontale, et notre isotherme ici, notre TF ici, TC ici, et les adiabatiques réversibles, hop, ce sont des isotropes verticales, ici. Donc là, c'est les adias réversibles, les isotropes, et le cycle est parcouru, là aussi dans le sens horaire, s'il s'agit du même cycle que celui-ci. Donc ici, on a QC qui est reçu, QF qui est reçu, et donc voilà le système de Carnot que vous avez. Alors on va s'intéresser ensuite, maintenant, à un... maintenant c'est un exercice en fait. Le grand 4 est un exercice. Alors j'ai choisi de vous présenter le cycle d'un moteur à essence. On pourrait très bien faire le cycle d'un moteur diesel, le cycle d'un moteur 2 temps. Donc là, le moteur à essence, c'est un moteur 4 temps. C'est vraiment un exemple. Bon, dans le TD, il y a un autre exercice, c'est sur le diesel. Je vous donnerai des DM, etc. pour vous entraîner, mais bon, c'est à connaître, enfin à connaître, pour avoir quelques idées sur ce qui se passe dans un moteur thermique, ditherme. Alors pour regarder une petite vidéo, j'ai mis le lien sur cahier de prépa. Alors c'est fait par ne rigolez pas avec l'accent de la personne qui présente la vidéo, enfin aussi rigoler, mais en tout cas je trouve que ça présente pas mal, les animations sont assez bien faites. N'hésitez pas à aller le voir avant même de regarder d'étudier le camp 4. Voilà. Bon, donc là je vais partir du principe que vous avez quand même quelques notions de mécanique, on va dire, sur le vocabulaire, dans le cas d'un système, donc vous avez 4 cylindres. 4 cylindres ici, et dans ces 4 cylindres, vous avez un système de bielle ici, et le piston qui va pouvoir remonter, écraser un certain volume. Alors quand le volume sera tout petit, quand le gaz sera écrasé ici tout en haut, on appellera le volume haut, parce que le piston sera tout en haut, et le volume bas, plus important, lorsque le piston sera en bas. Et donc là, vous voyez que lorsque le piston descend, il entraîne la bielle, qui elle-même est fixée donc, au vilebrequin, et le vilebrequin, qui tourne là, va entraîner l'arbre à câble et les roues. Alors, comment s'effectue l'admission et l'expulsion des gaz? Vous avez deux soupapes ici, une soupape d'admission et une soupape d'expulsion, et on peut alternativement les ouvrir l'une ou l'autre. Alors, première étape, donc vous avez ici l'admission du mélange air-essence. Je vais refaire un schéma un petit peu, alors pas forcément très joli, mais comme ça vous allez voir en même temps ce qui se passe. Alors je représente les soupapes d'admission et donc le cylindre. Hop. Voilà, donc le premier temps, admission d'un mélange air-essence. Ça veut dire que la soupape d'admission, elle est ouverte. Soupape 1, je l'appelle ouverte. La soupape d'admission 1 est ouverte. La soupape d'expulsion ici est fermée. Et donc vous avez l'admission, donc le gaz qui entre à l'intérieur, et dans le même temps le piston qui s'abaisse. Alors je vais représenter comme ça, et donc une flèche vers le bas. Alors le piston entraîné par le vilebrequin descend progressivement. Les deux soupapes, alors hop, les descend progressivement, j'écris ça correctement, descend progressivement. Maintenant, on passe au deuxième temps. Hop. Deuxième temps. Lorsque le piston arrive au point bas, la soupape d'admission se ferme. Étape 2, la compression. Alors je refais encore un schéma. Vous avez cette fois les deux soupapes qui sont fermées, soupape d'admission et soupape d'expulsion. Hop. Et là, le piston, lui, va remonter. Hop. Je le représente à un instant comme ça. Donc là, le piston est en train de remonter et de comprimer le mélange d'air-essence. Donc les deux soupapes fermées remontent en comprimant le mélange d'air-essence. Étape 3, explosion et détente. Alors une étincelle donc, fournie par la bougie enflamme le mélange. Combustion quasi instantanée. Effectivement, comme il y a une combustion, vous avez un volume très important. Chaleur dégagée provoque une augmentation de pression. Sous l'effet de cette pression, le piston descend en produisant du travail.
C'est à cette étape-là que l'on récupère l'énergie mécanique en fait. Alors, donc je refais le schéma si vous voulez. Hop, étape 3, je vais la faire ici. Donc cette fois, il y a expulsion du combustion. Donc là, hop, le piston descend. Ça, c'est la combustion. Et en même temps, donc combustion et détente. Et le dernier temps 4, eh bien, c'est l'expulsion. On va éliminer tout ce mélange de gaz. Donc la soupape d'admission est fermée. Et par contre, la soupape d'expulsion, elle est ouverte. Et donc, le piston remonte. Et échappement des gaz brûlés. Hop, échappement. Alors, on remarque évidemment, on a déjà dit, où est-ce que nous récupérons l'énergie? Au niveau de l'étape 3. Donc c'est la troisième étape qui entraîne les 3 autres pistons. Le piston, alors combien est-ce qu'il fait de tours par temps? Eh bien, à chaque fois que on a vu qu'il donc là il monte, sur la vue précédente, il descend, il monte, il descend, il monte en fait. Et là sur 4 temps, il a donc fait 2 cycles. Donc ça veut dire qu'il fait un demi-tour par temps, soit 2 tours sur 4 temps. Alors maintenant, si on représente le cycle théorique de Baudot-Rochas, du moteur à essence, dans un diagramme de Clapeyron. Alors, d'abord, on va considérer, avec évidemment plusieurs hypothèses à effectuer. Non, je vais mettre ici plutôt pour avoir davantage de place. Hop. Donc, on va d'abord admettre le système à pression constante à la pression atmosphérique. Alors, il va partir d'un volume que l'on a noté dans un point A. Il va partir du volume V O, le piston en haut. VH, ça veut dire piston en haut. Le volume O. Et arriver jusqu'au point B, où on arrive au volume bas, piston en bas. Le volume bas, c'est le volume le plus élevé. Lorsque le piston est en bas, c'est-à-dire ici. Là, on a le volume bas. Ici, on a le volume haut lorsque le piston est en haut. Ensuite, alors là, je vous décris pour avoir un modèle pour le cycle théorique de Baudot-Rochas. On va effectuer une compression adiabatique réversible, donc de B à C. Alors, de B à C, compression adia réversible. Voilà. Donc, autrement dit, isentropique. Adiabatique, donc ça veut dire QBC est égal à 0. Donc là, le temps 1, pardon, j'aurais dû préciser, le temps 1 est ici. Le premier temps est là, de A à B, admission. C'est l'admission ici. Ensuite, la compression, eh bien, est ici. Ce qu'on a décrit, le temps 2 est ici. Ensuite, et c'est là qu'arrive le premier, donc on arrive jusqu'à, VA. Arrivé à VA, on va faire une compression isocore, donc C à D, CD, compression isocore. Alors ça c'est donc le cycle théorique, on va expliquer ce qui se passe, mais alors qui va correspondre en fait, le temps 3, l'explosion et la détente, va être scindé en 2 parties. Une première partie, compression isocore, et une deuxième partie, une détente adiabatique réversible qui va ramener le système jusqu'au volume bas. Donc là, hop, je vais refaire ça proprement, on va essayer. Hop, donc c'est essayer de faire un main. Oh là là, je suis mal partie. Donc vous essayez de voir ce qui se passe. Une compression, voilà. Donc D à E. Et en fait, le temps 3, je vais le mettre
en jaune surligné là, hop là, surligné, constitué de... c'est une bonne idée. Hop là. Le temps 3, en fait, est scindé en deux parties. Je vais faire en rouge. On va faire le temps 3 comme ceci. Ça, ce sera le temps 3. Le temps 3, donc, qui est constitué de la détente, de l'explosion et de la détente, on va le scinder en une compression isocore et de D à E, une détente isentropique encore. Une détente isentropique. Ensuite, et effectivement comme on a un cycle, eh bien on va repasser de E à B par une détente. On va revenir de E à B par une détente isocore. Détente isocore. Alors maintenant, on va regarder quand même où s'effectuent les échanges thermiques. Eh bien, hop, première chose, on va écrire ça en bleu. Alors déjà ici, sur QDE, ici on va avoir Q égale 0, forcément, comme c'est la diabatique réversible, et ici Q égale 0. Donc on n'a pas trop le choix. Ah pardon, et une chose que je n'ai pas écrite bien sûr, c'est la fin du cycle. La fin du cycle qui correspond à l'échappement. Et l'échappement s'effectue, on considère, à pression constante, à la pression atmosphérique, de B à A en fait. On revient, le temps 4, échappement. On revient, j'ai oublié d'écrire ici que le piston remontait. Voilà. Alors maintenant, où s'effectuent les échanges thermiques? Donc on n'a pas vraiment le choix, vu le cycle. En fait, on va avoir ici un échange thermique entre C et D et un échange thermique entre E et B. Alors, au vu des pressions et des volumes, on en déduit qu'ici la température, et puis même, surtout l'étape 3, c'est la combustion. Donc l'échange avec la source chaude s'effectue ici, QC, et l'échange avec la source froide, avec l'air extérieur, s'effectue ici, QF. Donc on a QC pour une machine thermique évidemment supérieure à 0, le système récupère de l'énergie de la part de la source chaude, et QF inférieur à 0, il va en céder à la source froide. Et donc maintenant le but, ça va être d'exprimer le rendement de cette machine ici, de Baudot-Rochas, en tenant compte de ce modèle. Donc là, modèle théorique évidemment, et on verra les inconvénients et surtout les approximations que l'on a faites. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de... est-ce qu'on a vraiment le droit de considérer un cycle qui a cette allure-là? Et où est-ce qu'il faudrait le modifier? Alors donc le système, on continue, donc le fluide caloporteur, c'est toujours le mélange air, essence ou air gaz brûlé. Le système reçoit de la part de la source chaude QC, cède à la source froide QF et cède à l'extérieur le travail. Donc l'expression du rendement, c'est W, ce que l'on souhaite récupérer, sur ce qu'il a fallu fournir, qui est QC. Or, QC supérieur à 0, mais W négatif, on a ça. En appliquant le premier principe au système, on obtient eh bien, QC plus QF sur QC. Hop. Maintenant, d'après ce qu'on a dit, la chaleur reçue de la part de la source chaude a été reçue au niveau, donc c'est QCD. Et pour QF, il s'agit de QEB. Donc QCD, alors on donne 1 plus QF sur QC, et donc 1 plus QEB sur QCD. Et maintenant, on va essayer d'exprimer ces chaleurs à l'aide des premiers principes appliqués à chacune des transformations. Donc si on applique le premier principe appliqué à la transformation, appliqué à la transformation EB, eh bien nous avons donc delta U EB égale QEB
plus le travail reçu sur cette transformation-là. Alors là, est-ce qu'il y a un travail électrique? Non, il y aurait le travail des forces de pression, mais de E à B. Et bien de E à B, c'est la transformation est isochore, donc le travail des forces de pression est nul. Donc ça veut dire que QEB se limite à delta UEB. D'après, on considère, hypothèse, qu'est-ce parfait? On verra que justement, il y aura certainement des améliorations à appliquer, à apporter évidemment. Le système gaz parfait. Si le système est un gaz parfait, eh bien delta UEB est égal à CV delta T EB. J'aurais dû commencer par la transformation CD, mais ce sera la même chose évidemment. S'il s'agit d'un gaz parfait, vous connaissez l'expression C. Bon, je peux la garder, on peut garder CV de toute façon. Donc TB moins TE. Et de même sur la transformation CD. On peut appliquer exactement delta UCD égale QCD. De la même façon, WCD est nul, et donc ça nous donne CV TD moins TC. Je réécris l'expression du rendement, donc ça nous donne 1 plus CV sur CV TB moins TD moins TE pardon, sur TD moins TC. Et maintenant, on arrive à cette expression qui n'est pas très sympathique. On va essayer d'exprimer, but de l'exercice, c'est, et j'aurais dû le donner d'abord, exprimer état en fonction de alpha et alpha, j'écris gamma évidemment, de gamma, oui, donc c'est bon. Hop, de gamma, le taux que vous connaissez, le coefficient, le rapport CP sur CB, gamma et alpha. Et alpha qui est connu, c'est une donnée connue, c'est le rapport du volume du piston en haut, en bas, lorsqu'il est en bas, justement si on veut avoir un alpha positif, j'écris bas, le volume au point haut, sur le volume du système lorsque le piston est au point bas. Donc autrement dit, d'après les points, ça va être ici VE sur VD. Hop, voilà. Donc il va falloir faire intervenir les volumes. Alors, maintenant, voilà, l'idée, c'est utiliser ce qu'on n'a pas utilisé encore, les transformations, je remets ici le cycle. On n'a absolument pas utilisé les transformations adiabatiques réversibles ici. Pourtant, elles vont nous donner des informations très précieuses. Idée, donc utiliser les transformations adiabatiques réversibles. Même si, du point de vue du rendement, du rendement sur le cycle, elles n'interviennent pas parce que la chaleur disparaît. Les chaleurs sont nulles les chaleurs transférées sont nulles sur ces transformations. Donc sur les transformations sur DE et BC, on a le droit d'appliquer la loi de Laplace. PV gamma, vrai. Ça veut dire donc que vous avez PB VB puissance gamma égale PC VC puissance gamma. Mais le souci, disons qu'il faut qu'on fasse intervenir plutôt les températures, parce que ce sont ces grandeurs-là qui interviennent. Et le volume, pour faire intervenir le rapport volume haut sur volume bas. Donc je vais remplacer la loi de Laplace avec les températures. Ça nous donne donc TB VB puissance gamma moins 1 égale TB, je me suis trompée, non c'est ça, TB, pardon, TC VC puissance gamma moins 1. Donc là maintenant je suis capable d'exprimer alors pourquoi est-ce que c'était intéressant de faire ça, de faire le lien
Non, pas forcément. Si, c'est bien, très bien, comme ça, voilà. Donc là, j'ai le lien entre la température TB et la température TC. Donc je vais l'écrire. TB est égal à TC fois VC sur VB à la puissance gamma moins 1. Alors, VC sur VB, on regarde. VC sur VB, en fait, c'est le volume H sur volume bas. Hop. Volume du point mort haut sur le volume bas. VH, c'est rien d'autre que donc TC fois VH sur VB à la puissance gamma moins 1. Et d'après ce qui est écrit plus haut, tout simplement, TC fois alpha à la puissance gamma moins 1. Ah, j'ai fait une bêtise parce que j'ai écrit tout à l'heure, oh là là, une bêtise ici, on va gommer ça tout de suite. Le taux de compression, si on veut le taux de compression, il faut le volume bas sur le volume haut. J'ai écrit volume haut sur volume bas. Hop, donc ici c'est le volume du point mort, le système lorsqu'il est au volume bas, sur le volume au point haut. Et donc il s'agit bien, là il n'y a pas d'erreur, VE sur VD. Donc ici par contre, au niveau, ici on a bien VH sur VB, c'est 1 sur alpha. Hop, 1 sur alpha à la puissance gamma moins 1. Si je poursuis, je fais de la même façon la même démonstration, mais cette fois pour les températures TE et sur la transformation de DAE, pardon, sur DE, et bien on arrive de la même façon, je vous laisse le faire évidemment, à TE égale à TD, à TD facteur de 1 sur alpha, le fameux taux de compression, à la puissance gamma moins 1. Et maintenant, je peux remplacer dans l'expression du rendement. Donc on a 1 plus les CV se simplifient. Je rappelle l'expression, on a dit que c'était, hop là, c'est donc TB moins TE sur TD moins TC. Donc, TB moins TE sur TD moins TC. C'est un E, pardon. Hop, donc on a 1 plus, alors l'expression de TB que l'on a obtenue à l'instant. TB c'était, hop, je ne m'en souviens plus. TB, on a dit que c'était TC facteur de 1 sur alpha puissance gamma moins 1. 1 plus TC facteur de 1 sur alpha puissance gamma moins 1. Moins TE qui est écrit ici encore, donc TD 1 sur alpha puissance gamma moins 1, le tout divisé par, excusez-moi pour l'écriture, TD moins TC. Et on s'aperçoit qu'on va pouvoir mettre TD moins TC en facteur et simplifier. 1 plus donc TD moins TC sur TD moins TC fois, par contre là j'ai interverti les signes, donc on a moins 1 sur alpha puissance gamma moins 1. Autrement dit, 1 moins 1 sur alpha puissance gamma moins 1. Donc si on vous donne le taux de compression par exemple, je ne sais pas, ça peut être un rapport 5, un rapport etc. Eh bien on peut déterminer un rendement comme ça pour un moteur à essence de cette façon. Alors maintenant, le cycle réel. Qu'en est-il du cycle réel? Hop. On va voir, on va critiquer, évidemment, critiquer ce qu'on a fait ici. Le cycle réel, le voilà. Alors en réalité, l'échappement et l'admission ne sont pas confondus. Alors, on s'aperçoit que donc là, vous avez bien un cycle parcouru dans le sens horaire, et par contre, ce cycle-là, ici, là, cette partie-là, il y a une petite partie ici, qui est parcourue dans le sens anti-horaire. Et en fait, là-dedans, il y a besoin d'énergie qui va être consommée, W supérieur à 0. Pour échapper, pour que les gaz soient évacués, il faut que le système consomme de l'énergie en fait, et donc ça va faire diminuer l'énergie réellement accessible pour entraîner l'arbre à câble
et donc le système de roue, parce que cette énergie-là va être utilisée pour refaire remonter les pistons, pour évacuer. Donc là, ça c'est la partie utile, partie travail utile, travail entre guillemets utile, tandis que cette partie-là, c'est du travail, mais qui va être consommé pour autre chose que ce que l'on souhaite. Alors on voit évidemment que les adiabatiques réversibles ne sont pas exactement adiabatiques réversibles, et surtout qu'évidemment la combustion et la détente s'effectuent en même temps. Et non pas comme on l'a vu, combustion et détente simultanée, en partie simultanée. On ne peut pas identifier tout d'un coup juste la combustion isocore et après la détente adiabatique réversible. Là, pareil, évidemment, ici, la détente isocore, on peut pas vraiment dire qu'elle soit isocore. Voilà, donc au niveau de ce qu'on observe. Et alors, après, maintenant, on va pouvoir commenter. Est-ce qu'on avait raison de dire que les transformations pouvaient être adiabatiques? Est-ce que ça a du sens? Alors, la durée d'un cycle. Évaluons la durée d'un cycle. Ça vous est souvent demandé, ça, dans les sujets de concours. Alors, on sait que, par exemple, si vous avez votre voiture, une voiture essence, vous roulez à 90, et bien vous êtes à 3000 tours minute à peu près. Environ. 3000 tours par minute. Donc, ça vous donne 1500 cycles par minute. On a vu? Cycles par minute. Et on a vu que, donc oui, c'est ça, vous aviez un demi-tour de piston par temps. Donc le piston fait 2 tours en 4 temps. Donc ça veut dire que pour chaque... En fait, vous avez par seconde, j'aurais dû garder ça, 50 tours par seconde. Et donc la durée d'un tour, finalement, la durée d'un cycle, eh bien, il suffit de prendre l'inverse, donc c'est 4, 10 moins 2 secondes. Donc sur une seconde, sur un cycle, 4, 10 moins 2 secondes, on pourrait considérer que c'est extrêmement bref. Et donc considérer qu'un cycle pourrait être adiabatique. Mais en réalité, évidemment, il y a des échanges thermiques qui s'effectuent sur BC et sur DE et qui ne sont pas, ne tient pas compte. Donc évidemment, c'est un modèle. Le gaz parfait, c'est pareil quand on peut utiliser la loi des gaz parfaits et la loi surtout de la place. C'est un modèle, on a bien dit, 80% de diazote, alors je le mets en remarque, gaz parfait. Le mélange, le système, c'est un mélange air plus essence à l'admission. Alors qu'ensuite, c'est un mélange, R, donc c'est un mélange, N2, uniquement N2. Hop. N2 plus gaz brûlé à l'expulsion. Mais comme le diazote, on en a un petit peu parlé, constitue 80% de l'air, eh bien il reste quand même 80% du mélange de départ, sachant que l'essence que l'on ajoute, on ne va pas rajouter un mélange 50-50 évidemment, on rajoute quelques pourcents d'essence dans le mélange entre l'état initial ici et l'état final. Donc on peut globalement considérer que le système, si on considère le diazote comme un gaz parfait, peut se comporter comme un gaz parfait. Bon. Dernier point pour aujourd'hui, comparaison avec le cycle diesel, quand même que vous sachiez. La grosse différence, c'est que au lieu de comprimer un mélange air-essence, on admet de l'air et on va compression d'un mélange air seul, compression de l'air tout seul. On peut aller à des taux de compression beaucoup plus élevés. Sans besoin d'étincelles, taux de compression beaucoup plus élevé. C'est pour ça que le moteur diesel, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux comme rendement pour une machine thermique. Taux de compression très élevé. On peut comprimer de l'air tout seul sans danger. Alors que si vous comprimez un mélange air essence ou air diesel, eh bien, il y aura un moment où il y aura de l'auto-enflammement. Et ça, on ne le maîtrise pas parfaitement. C'est pour ça que pour l'essence, il y a une petite étincelle. Et par contre, là,
on comprime très fort l'air, et on sait que les injecteurs vont injecter donc du gasoil, et aussitôt on sera au niveau du taux de compression qui va permettre l'explosion du mélange air-diesel, et on va avoir la combustion qui va s'effectuer. Donc il n'y a pas de bougie d'allumage pour un moteur diesel. Il y a des bougies évidemment dans une voiture de diesel, mais simplement une bougie pour au niveau électricité. On a besoin d'une bougie pour l'électricité, mais pas de bougie d'allumage à chaque cycle. Alors que dans chaque cycle ici, vous avez besoin d'enflammer le mélange air-essence dans le cas du moteur essence. Donc voilà ce qui constitue les différences. Le taux de compression très élevé qui peut être très élevé pour un diesel, et donc état pour un diesel supérieur au rendement pour un essence. Voilà, c'est pour ça que ça a été, c'est pour ça que ce moteur a été privilégié pendant très longtemps, même s'il y a des grosses limitations évidemment sur d'autres points de vue. Bon, je vous laisse regarder cet exercice, étudier également l'exercice du TD concernant le moteur diesel, et demain nous terminerons le chapitre sur donc les machines en écoulement avec les systèmes ouverts. Je vous remercie, bonne journée.